la première partie, quoi, en fait. Après, t'as vu les thèmes qu'on va aborder après, donc si tu veux tout t'immiscer, Radio Pluriel. Radio Pluriel. Numéro 1 sur la diversité. Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous retrouver pour cette émission de Pluriel Gay qui est une émission collaborative puisque c'est une émission faite conjointement avec mes collègues du pôle LGBTI+ de Radio Pluriel, à savoir Fast Track, l'émission musicale. Virginie est là, elle approuve dans la régie, et l'émission aussi Transculture. Alors Transculture, c'est Léa, l'animatrice, mais elle est en retard, alors on va nous rejoindre un petit peu plus tard. Voilà, donc, et puis il y a également Anne à la régie qui s'est occupée de toute la capture vidéo, puisque la captation vidéo, puisque nous allons être diffusés aussi sur nos créneaux respectifs sur YouTube, mais en différé. Parce qu'on ne pouvait pas le faire en direct ici, contrairement à ton studio, Virginie, où toi, tu fais tes émissions en direct sur YouTube. Virginie, absolument, parle. Voilà. Et puis, nous avons aussi notre Bernard National. Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à nos invités. Merci Bernard de tes bons voeux pour nos invités qui sont donc ce soir deux organisations qui co-organisent donc un grand festival de culture queer à Lyon, mais on va évidemment en parler plus avant puisque c'est le thème de l'émission de ce soir, et qui s'appelle, donc on va citer les organisations déjà, nous avons Artifarty et nous avons Plus belle la nuit. Alors, Plus belle la nuit que nous connaissons déjà à l'émission, parce que vous êtes venus déjà, notamment Michael est venu à l'émission souvent, on t'a eu au téléphone aussi, souvent en rapport avec le festival Intérieur Queer. C'est bien ça. Donc bonsoir Michael. Bonsoir Gérald, bonsoir Radio Pluriel. Tu n'es pas venu seul, parce que tu es venu avec... Alors je suis venu avec Kamel, Delphine et Nolwenn. Alors Kamel, c'est pluriel, c'est Plus belle la nuit aussi, hein, on est d'accord, c'est voilà, j'ai ça. À gauche, voilà, à ma gauche, Plus belle la nuit, à ma droite, Artifarty. Artifarty qui vont se présenter. De Plus belle la nuit aussi. D'accord. Alors, je vous laisse vous présenter. Allez, c'est parti. Je vais. Oui. Moi c'est Delphine, donc je travaille chez Artifarty au pôle administration. Je m'occupe de l'administration artistique et de l'administration de production du Festival Intérieur Queer. Et là ça va être ma deuxième édition. Et je suis aussi membre de Plus belle la nuit depuis maintenant plus de 6 mois. D'accord. Je suis la dernière arrivée. Et donc c'est très chouette d'avoir les deux casquettes. D'accord. Donc tu as rejoint l'équipe de Plus belle la nuit récemment, la folle aventure de Plus belle la nuit. Ouais, c'est ça. Exactement. Et à côté de toi, nous avons... Et moi, c'est Nolwenn, je suis chargée de médiation publique pour Artifarty. C'est la 3e édition que je vais travailler aussi sur Intérieur Queer. Moi, mon poste, il se réfléchit plutôt à l'échelle de l'écosystème, donc je vais travailler autant sur Nuit Sonore que sur le sucre, que sur HIT. Et pour Intérieur Queer, ça va être des missions plutôt liées à tout ce qui va toucher à la prévention, à la réduction des risques et au lien aussi parfois avec des associations qu'on fait intervenir. D'accord, tout ça dans le cadre de l'association Artifarty. C'est ça, moi j'ai toujours la casquette Artifarty. D'accord. Et je travaille avec plaisir pour Plus belle la nuit sur ce projet, en collaboration. Donc il est l'heure maintenant, il est temps de présenter de façon plus avancée, je dirais, Artifarty. Donc j'ai parlé d'association. Il s'agit bien d'une association, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est une association loi 1901, d'accord, qui a été créée en 1999. C'est une vieille association. C'est une édition qui a de la patine. Qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. Et on a fait la 21e édition cette année. Et qui est connue principalement à la base pour organiser le festival Nuit Sonore, mais qui s'est beaucoup étendu depuis, qui a créé aussi un club qui s'appelle Le Sucre, qui a 10 ans également à Lyon. Et qui, de fil en aiguille, a commencé aussi un peu à avoir des rôles d'outillage par rapport aux nouveaux et nouvelles actrices dans la culture. Donc on a aussi incubé par exemple certaines structures de la culture et des médias dans nos locaux. Le festival Nuit Sonore lui-même a grossi, a pu s'exporter. Il y a eu des éditions à Bruxelles, il y a eu des éditions à Bogota. On a des projets européens aussi autour des médias, de la culture. Mais vous êtes en train de me dire que Nuit Sonore, c'est vous, c'est ça? J'ai bien compris. Non, parce qu'on connaît bien les Nuits Sonores, évidemment, qui est un événement maintenant de musique électro bien connu au niveau français, européen même, qui s'est bien implanté. Mais tout le monde ne sait pas que c'est Artifarty qui est derrière les Nuits Sonores, qui se trouve derrière les Nuits Sonores. Mais si, c'est Artifarty qui voilà. les Nuits Sonores, oui. Et le sucre aussi.
C'est ça. En gros, le sucre, c'est une filiale maintenant d'Artifarty. Le sucre, c'est un lieu. Exactement. Et on a plusieurs lieux. Enfin, il y a HIT aussi, qui est un lieu. Le HIT, ouais. HIT, exactement. C'est Artifarty aussi. Tout est Artifarty. Je veux dire, c'est une sorte de mafia finalement. Vous avez pris. On appelle plutôt ça une maison mère. Oui, d'accord. C'est un écosystème. Un écosystème. Mais c'est bien. Mais bon, l'écosystème s'est bien développé depuis vos débuts. Je veux dire, 99, c'est déjà ancien. Ah oui, vous étiez peut-être une petite équipe. On imagine ça comme ça, vous voyez, qui a grossi de plus en plus. Oui, exactement. Au début, ils étaient. Nous, on n'était pas là, mais oui, c'est ça. On arrivait. Vous n'étiez pas nés. À la base, c'est 3 copines qui ont fondé cette association. D'accord. Dont la directrice Frédéric Joly. Et dans l'objectif à la base, c'était quoi en fait d'Artifarty? C'est vraiment de défendre la musique, à la base, la c'était fête. Ça, ouais. C'était aussi dans une époque, dans les années 90, fin 99, début 2000, où la culture électronique et techno n'était pas du tout aussi bien implantée que maintenant. Il fallait un peu se battre, c'était un peu une contre-culture. Donc c'était vraiment pour essayer de l'apporter dans le paysage urbain, de la faire reconnaître, de la légitimer et de lui donner de la force. Et ça a fini par grossir, grandir. Et devenir ce que l'événement Nuit Sonore, notamment, est devenu. Puisque vous nous parlez d'international aussi, vous exportez le concept. Il y a eu Nuit Sonore Bruxelles pendant plusieurs éditions. Puis, comme on disait, on a pas mal de projets européens, parce que aussi la dimension européenne tient à cœur à l'association. Donc, on fait partie du projet We Are Europe, actuellement Times, qui rassemble plusieurs festivals. Donc c'est aussi important de mutualiser et de travailler avec des acteurs étrangers sur ces mêmes valeurs que l'on défend. Très bien. Et donc, nous avons avec nous Plus belle la nuit. Alors, Plus belle la nuit, un petit historique. Alors oui, déjà je vais peut-être me présenter, Gérald, juste rapidement. Donc moi je m'appelle Mickaël, je fais la direction artistique de Plus belle la nuit. Je suis aussi l'un des membres fondateurs de l'association qui existe depuis 10 ans. Et du coup à ma droite en fait il y a Kamel qui est aussi la direction artistique du projet et qui est là depuis 2016. Je crois que c'est ça, hein. Qui est aussi mon conjoint, je dis ça comme ça. Tiens, ouais. On le voit souvent traîner derrière toi, comme ça. Ou c'est moi qui traîne derrière lui. Voilà, et donc Plus belle la nuit, effectivement, à 10 ans, c'est un collectif qui est composé de 14 personnes désormais. Voilà, c'est un collectif LGBT. Alors c'est organisé par une bande de copains aussi, hein. C'est ce genre d'impulsion, souvent de toute façon, ce genre d'associations qui sont plutôt festives et culturelles se fondent souvent comme ça. Et alors nous on a commencé à une époque où disons on trouvait le clubbing un petit peu ennuyeux, voilà, où tout était. Quand tu parles d'une époque, c'était quelle époque? Donc 2000. On a Plus belle la nuit à 14 ans, pardon. D'accord. 14 ans, 13, 14, c'était en 2000. On l'a fondé en 2010, donc c'est ça, 14 ans, pardon. Voilà, et donc à cette époque-là, en fait, tout était un peu régi par la musique mainstream, dans les lieux communautaires, ce genre de choses. Et du coup, nous, on était plutôt en fait une bande de copains qui avaient envie de choses un peu plus culturelles, audacieuses sur les cultures LGBT et sur les clubs, parce qu'on aimait beaucoup sortir, on avait aussi l'âge pour le faire. Et du coup, on a créé ce collectif qui a commencé par un événement en particulier qui s'appelait Bonnie Slut Club, qui était une soirée costumée qui mélangeait de la musique électronique avec de la musique plutôt disco et italo, et ce qui était une espèce de fusion à l'époque en fait qui n'existait pas vraiment. C'était une espèce de renouveau de la musique de l'Aya Energy, ce genre de choses, et c'est une sauce en fait qui a pris assez rapidement, même si ça s'est étalé dans le temps avant qu'on crée des événements un peu plus gros, mais c'était vraiment le début un peu d'une révolution, je dirais culturelle queer aussi, parce qu'on a aussi apporté les cultures queer à travers ces événements-là. Et voilà. Et je sais pas, qu'est-ce que je dis d'autre? Moi, là, je me perds un peu là du coup. Non, mais je dirais qu'en fait, quand Plus belle la nuit, tu parles de la ligne éditoriale, je dirais, d'origine. C'est une chose que tu avais conçue comme ça, ou c'est parce que c'est le fait que tu as rencontré des artistes
et que tu as construit ce projet culturel, je dirais, à partir des besoins des artistes ou de la volonté de certains artistes. Oui, non. En fait, l'histoire, elle est un peu longue. Je voulais un peu ramasser le truc. C'est pour ça aussi que j'ai pris un peu raccourci. Mais en fait... l'idée, il était plutôt en fait qu'au départ, on était on se retrouvait dans des lieux en fait où on se retrouvait pas en fait. C'est-à-dire en fait c'était compliqué parce que c'était des lieux qui étaient très dans une espèce de masculinité toxique, voilà, où les gars gays étaient dans un rapport au corps très empreint de comédie de virilité, ce genre de choses. Et nous, on était quand même beaucoup plus légers dans notre façon en fait d'aborder le genre et la mixité aussi. Et du coup, c'était plutôt une espèce d'acte de rébellion, bizarrement, même si c'était à travers une fête. Après, le projet, il a vraiment été conçu aussi après quand même une première phase, parce qu'il y a plusieurs années en arrière, donc il y a à peu près 17-18 ans, je sais plus très bien, j'ai fondé un truc aussi avec des copains qui s'appelait Middle Gender. Et Middle Gender était un événement, c'était une soirée qui sortait un peu de rencontres faites aux UEH à Marseille. Je sais pas si tu connais ça, Gérald. Oui, tout à fait. Alors, je sais plus exactement quel est l'anagramme, j'ai un peu oublié. Je crois que c'est l'université d'été de l'homosexualité. Voilà, c'est ça. Des homosexualités. Et qui était un rassemblement interassociatif de l'époque qui a vraiment été qui a développé beaucoup de choses, enfin, qui a permis à des acteurs culturels de l'époque de développer beaucoup de choses par la suite, parce que c'est un événement en fait donc qui avait lieu à Marseille et où il y avait par exemple pendant une semaine à la fois il y avait des fêtes, il y avait des débats, il y avait plein de choses autour du safe sex, beaucoup de choses sur la réduction des risques. Enfin, c'est très, très avant-gardiste en fait c'est vraiment le début un peu des cultures queer qui viennent des États-Unis puis qui débarquent en France. Donc là on commence par exemple de lire Judith Butler, ce genre de choses, de s'intéresser vraiment à Virginie Despentes, tout ça. Et du coup, ça c'était. Il y avait beaucoup de Parisiens à l'époque, et nous on était un petit groupe de Lyonnais. On a décidé d'exporter un peu ces choses-là, ces fêtes folles avec des gens absolument incroyables, avec des looks incroyables, avec comment dire, des personnes qui abordaient le genre d'une façon totalement différente et d'une façon presque révolutionnaire, des choses auxquelles je n'avais pas du tout affaire auparavant. J'ai compris beaucoup de choses, par exemple, sur qu'est-ce que le queer, par exemple, la décatégorisation du genre, hein, parce que par essence, c'est plutôt ça, en fait. Voilà, tout un mouvement politique aussi un peu large, voilà, que je ne vais pas non plus préciser comme ça tout de suite, mais... Et donc en revenant de ça, on s'est trouvé totalement galvanisé en fait par cette chose-là, et on a fondé Middle Gender, qui est une asso festive et où on programmait beaucoup de pop rock électro, où on mettait en avant des artistes LGBT, Ouais. et voilà. Donc Plus belle la nuit n'est pas né de rien, il est né d'abord en amont, C'est ça, ouais. un mouvement, je dirais, qui s'est produit et puis qui a abouti à la création de Plus belle la nuit. Mais Plus belle la nuit, évidemment, quand on parle de Plus belle la nuit, on pense aux Garçons sauvages. Oui, parce qu'en fait... c'est un peu l'aboutissement, les Garçons sauvages, de tout ce que vous aviez réfléchi auparavant. Oui. Depuis les universités en d'été. Fait, tu vois, mais il y a un autre truc entre les universités d'été et Plus belle la nuit, en fait, c'est un truc très personnel. En fait, c'est que je suis parti à Barcelone pendant une résidence artistique d'un mois. Ouais. Et là, j'ai découvert un autre univers sur l'univers LGBT, justement, qui mélangeait le clubbing et ces questions, en fait, queer. Et là, je vais à une fête après avoir fait quelques cochonneries avec l'organisateur de la soirée. Et ça, c'est bien, ça. Il faut préciser ce genre de trucs, c'est important. Le cul, c'est un peu notre moteur quand même. Et du coup, on a... donc, je suis invité à cette fête. Et là, je vois toute une ribambelle de folles sur scène qui chantent, qui mélangent la musique pop avec des musiques actuelles, ce genre de choses. Et j'ai vécu aussi plein de choses à Barcelone très, très différentes. Et quand je suis revenu, du coup, à Lyon, je me suis dit, bon, Middle Gender... voilà, c'était une autre histoire. Moi, j'y étais plus aussi, et j'ai eu envie en fait de recréer en fait des choses, dont une fête costume à la maison, dont le thème était puté macro. C'était pas très original à l'époque, mais voilà. Mais j'ai rassemblé une espèce de pléiade de copains et de copines. On était une cinquantaine dans mon 50 mètres carrés. On a fait une fête à tout casser, et du coup, j'ai reproduit après l'événement dans d'autres lieux, et donc ce qui est devenu un peu Garçon sauvage après. Donc Bunny Slut Club, qui se trouvait du coup au Metal Café à 50 mètres du bar de facho de l'époque. Hein.
Salut les fachos, c'est un peu de circonstance en ce moment. Voilà. Et du coup, Bunny Slut Club était donc cette soirée costumée, comme je l'ai dit, avec le prisme électronique et disco. Ce lieu a fermé et du coup, en fait, l'événement en fait, n'avait plus trop de sens à être exporté dans un autre lieu, parce que j'ai conçu beaucoup d'événements qui étaient aussi par rapport à des espaces. Et je fonctionne beaucoup comme ça. Et c'est devenu Garçon Sauvage par la suite. Donc on a expérimenté d'autres choses. Et Garçon Sauvage, oui, est la soirée phare de Plus belle la nuit et qui est passée par différents endroits, en particulier par le Sonic, dont elle était, la soirée était résidente pendant, je crois, 13 ou 14 éditions, je ne sais plus très bien. Pour ensuite, fort de son succès, puis en même temps, le projet étant épuisé au Sonic, basculer au sucre sur un peu un hasard de rencontre comme ça. Et c'est devenu une soirée absolument incroyable, avec aussi des moyens très différents de production. Et c'est ce qui a permis en 2015, du coup, le 31 janvier 2015, de rencontrer Artifarty. Et voilà, j'allais y venir, parce qu'à un moment donné, vous vous êtes rencontrés. La rencontre est faite comme ça. Et la rencontre, en fait, moi, j'ai trouvé ça cool qu'on fasse un peu l'historique un peu plus approfondi de Artifarty tout à l'heure avec Tolwen et Delphine, parce que moi j'ai un attachement en fait vraiment très très familial et de cœur avec cette équipe-là. En fait, quand on arrivait en 2015, j'avais frappé à pas mal de portes pour parler de ce projet Garçon Sauvage, et personne ne comprenait ce que j'étais en train de faire et ce que l'équipe était en train de faire. Et là, on arrive au sucre, et là, ils se rendent vraiment compte tout de suite de l'objet culturel et festif qu'est Garçon Sauvage. Et on a beaucoup échangé autour de ça. On nous a beaucoup accompagnés sur la construction du projet, expliqué beaucoup de choses avec beaucoup de bienveillance. Il y a vraiment une espèce de fusion qui s'est faite de façon très très naturelle et très très amicale. D'ailleurs, les gens avec qui je travaille actuellement, avec qui on travaille, sont vraiment, on est très amis, on se voit très souvent, on fait des week-ends ensemble. Enfin, il y a vraiment un truc en fait où on est très très proches. Et ce qui est intéressant avec cette fusion-là, c'est qu'on a pu aussi compléter un peu toutes nos histoires de valeurs et d'idées, puis peut-être parler nous aussi de ce qui pouvait être compliqué en fait dans les communautés LGBT par rapport à tout ce qui va être relatif aux discriminations ou tout un tas de choses aussi, et les manquements culturels en fait qu'on peut avoir par défaut de moyens, par exemple. Et voilà, et cette collaboration ensemble est vraiment quelque chose qui est dans un rapport qui est extrêmement sincère et beau et loyal. D'accord. Et comment les comètes, les planètes se sont alignées, donc justement entre vous et Plus belle la nuit? Est-ce que l'une d'entre vous peut préciser qui était là à la genèse de cette collaboration? Moi, malheureusement, et Delphine, je pense que c'est pareil, on est arrivé après coup. D'accord. Moi, je suis arrivée en stage en 2019, mais j'étais en train d'y penser quand tu parlais. Je suis arrivée pour un stage en médiation déjà, en mars 2019, et je crois que le premier événement auquel j'ai participé, c'est donc pour les 20 ans d'Artifarty, pas de nuit sonore, et c'était la GS que vous avez organisée à l'auditorium de Lyon. Oui, je crois que c'est la première fois que je voyais un événement à la fois d'Artifarty et à la fois de vous. Et c'était phénoménal. Ça a été folle, celle-là. On avait fini cul nu sur le setup. C'était drôle. C'était vraiment. super. C'était une très bonne soirée. Garçon Sauvage s'exporte d'ailleurs également, puisque vous êtes aussi vous organisez des soirées Garçon Sauvage à Paris, au Grand Rex, il me semble. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Au Rex Club, oui. On en a fait une aussi cette année. On est passé par la Machine du Moulin Rouge aussi. Pour l'instant, on n'a pas trop d'autres soirées parisiennes. Mais c'est quand même une consécration quelque part, non? Je veux dire, de s'exporter. Je veux dire, pas spécialement à Paris. Historiquement, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un événement. Je ne connais pas à Lyon d'événements LGBT. Je pense qu'on était vraiment les premiers à s'exporter. Oui. Voilà, ouais, clairement. Oui. On a fait aussi des choses. On est parti sur le festival Electropica à La Réunion, par exemple. Oui. La Réunion. Voilà, on a fait aussi d'autres festivals. Là, Montpellier récemment, I Love Techno. Voilà, on a fait plusieurs choses. Ouais, c'est un projet quand même qui a bien bougé et qui est intéressant toujours à programmer d'ailleurs. D'accord. Donc, il y a quelque chose dont je voudrais parler quand même, je trouve intéressant. Parce que Plus belle la nuit, c'est aussi lié à une personne qu'on voit de temps en temps traîner aussi, comme Kamel. Mais Kamel, lui, il traîne, mais il a l'air
sérieux quand même. Il est toujours là derrière à regarder les fils sont bien branchés, etc. Ce que je l'ai vu faire. Par contre, il y a une personne qui s'appelle Chantal la nuit qu'on retrouve souvent en fin de soirée dans un caniveau, la perruque défoncée, le rouge à lèvres complètement. Voilà, c'est du Picasso. Ouais. Et Chantal la nuit. Qui c'est cette étrange personne? Chantal, c'est donc mon aka. En résumé, c'est une grande blonde. Un peu trash, même beaucoup. Même. Oh oui, ça s'agit un peu. Elle est un peu vulgaire, non, quand même? Elle est un peu vulgaire, ouais, c'est vrai. Donc une grande blonde à la jupe courte. Ouais. Voilà, qui est en train de passer au stade de daronne, là, maintenant. Voilà, ouais, mais elle est toujours présente, le garçon sauvage. C'est un peu le fer de lance, je dirais. C'est la maîtresse de cérémonie. Oui, voilà. Bon, je sais pas si c'est malgré parfois, ça dépend de Mais c'est le personnage, c'est la locomotive, là, un peu une espèce de vitrine en fait de garçon sauvage. Bon après, il n'y a pas que moi qui a Chantal, mais il y a aussi quand même toutes les copines, Frénésie, Coco, Goldie, tout ça. Voilà, et oui, on est aussi une bande de travelotes, je crois qu'on se définit plus comme des travelots, comme on en parle souvent. Voilà, et avec ce goût en fait de la fête et de la dérision. Et voilà, je crois qu'en fait on n'est pas très sérieux dans nos soirées, on fait pas de show, on fait pas de. On est là et puis on vogue en fonction de ce qui se passe dans l'événement, puis en fonction de la vodka qu'on a bu aussi également. Ça serait mentir si je dirais le contraire. Ouais. Alors je voulais signaler que Léa était arrivée. Bonsoir Léa. Salut tout le monde, vous allez bien? Eh ben moi ça va, mes invités je pense que ça va encore pour l'instant, ils ne sont pas enfuis, donc c'est déjà bon signe, c'est que ça va pas trop mal. Donc Léa, tu avais peut-être quelque chose à nous dire. Donc voilà, moi je suis Léa de l'émission Transculture. Voilà, donc c'est juste pour dire un petit bonjour déjà là. Je savais pas trop. Voilà. Tu auras peut-être des questions à poser aussi. Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure, très bien. Bon, donc ensuite on va revenir évidemment de façon plus précisément sur le festival intérieur queer, puisque c'est aussi le thème de l'émission. Mais je pense qu'il était important pour nos auditeurs et nos auditrices qu'on présente un petit peu les deux associations. Plus belle la nuit, c'est une association également. Oui, c'est ça, ouais. C'est la loi de 1901. Co-organisatrice. Très bien. Coproductrice. Coproductrice. En coproduction, Artifartier, Plus belle la nuit. D'accord. Pour organiser le festival. Très bien. Ok. Moi, ce que je propose, c'est qu'on envoie le premier titre que vous aviez prévu, qui a été donc là. Je précise que la programmation musicale a été pourvue par Nolwenn. Je l'ai pourvue, mais elle a été sélectionnée par Eduardo. Qui n'est pas avec nous, mais qui est aussi programmateur pour le festival. Oui. Et par Mika, qui est juste en face de moi. Et coordinateur d'ailleurs, Eduardo. Oui, tout à fait. Eh bien, donc, ce premier titre que je vais passer s'appelle Blind. Voilà. Blind, mon petit Bernard. Closer
stars could shine now, for they are closer than near, but they will not present my present. They will not present my present. Oh, I wish the light could shine now, for it is closer, it is near, but it will not present my present. And it makes my past and future painfully clear. To hear you now, to see you now, I can look outside myself. Now I must examine my breath and look inside. Ooh. To see you now, to hear you now, I can look outside myself. Now I must examine my breath and look inside. Because I feel blind, because I feel blind. Fast Track sur les antennes de Radio Pluriel 91.5. Alors, rebonsoir à tous et rebonsoir à toutes. De retour sur l'émission collaborative de Pluriel Gay, Transculture et Fast Track, avec toujours Plus belle la nuit, représenté ici par Kamel et Michael, et Artifarty, représenté par Nolwenn et Delphine. Donc, quelqu'un voulait parler de ce morceau qu'on vient d'entendre, qui s'appelle Blind, donc, qui est très GS, m'a-t-on dit. GS, pour les intimes, c'est Garçon sauvage. Voilà. Oui, alors Blind, c'est un des morceaux de ce groupe culte des années 90, 2000, je sais plus en fait, du groupe Hercule and Love Affair. Et donc on a la chance en fait d'accueillir Andy Butler qui sera sur le warm-up de la grande scène du Transborder
pour la jeunesse XXL. Et si les auditeurs veulent un peu fouiller les SoundCloud ou les YouTube voilà, de ce groupe-là, il y a des merveilles. C'est vraiment très, 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 très beau. Voilà, c'est une musique en fait qui est très empreinte de house, avec vraiment des voix, avec des personnalités à l'intérieur du groupe. Et voilà, donc on est très très content de les avoir, enfin de l'avoir en tout cas, et voilà, et c'est un morceau culte dans l'histoire queer, je dirais, de la musique. Très bien. Donc on précise que la soirée que tu évoques là, XXL, c'est dans le cadre du festival intérieur queer. C'est bien ça, et ça aura lieu le samedi 13 juillet. Merci. Très bien. Donc, il s'est passé un truc extraordinaire pendant la pause musicale, c'est qu'on a eu droit à une scène de ménage entre Michael et Kamel. Voilà. Et Kamel a trouvé qu'en fait, tu tenais trop souvent le crachoir. Donc, du coup, mais c'était très intéressant, je te rassure, Michael. Kamel, tu as le droit de parler. Kamel est autrement connu aussi sous le pseudo du mec à Chantal. On peut le dire comme ça. Si. Moi, quand je vois Kamel, je dis c'est le mec à Chantal. Un très moche pseudo. Voilà. Mais c'est pas ça, t'es pas le mec à Chantal. Non, je suis le mec à Mika. Non, Chantal est trop vulgaire pour toi. Toi, tu as horreur de la vulgarité, on le voit tout de suite. Chantal, elle appartient à autre chose que moi. Mais... putain, pas glissante. Ouais. Mais Kamel, vous êtes un couple, donc on l'a dit, je suis désolé, on le répète, mais vous êtes un couple très collaboratif. Vous êtes tous les deux sur cet événement et vous êtes tous les deux directeurs artistique. Donc, oui, bien sûr. Effectivement, on travaille beaucoup ensemble et on partage nos vies. Voilà. Non, mais sur la collaboration aussi, il y a un élément en fait d'intérieur queer. Donc il y a 7 ans en arrière, on a créé ensemble le format Drag Rendez-vous. C'est vraiment un truc qu'on a vraiment créé tous les deux. Et voilà, que maintenant Kamel pilote d'ailleurs. Et oui, on collabore beaucoup ensemble, effectivement, et oui, sur tous les événements, et notamment sur le festival intérieur queer. Voilà, où on est tous les deux très investis, mais même sur les garçons sauvages classiques, que ce soit à Paris ou à Lyon. Et puis très complémentaire, du coup. C'est beau. Voilà, oui. Moi, je dis c'est merveilleux. Alors, maintenant, on va rentrer dans le fond du sujet, qui est intérieur queer. Évidemment, on va détailler un petit peu plus ce que va être le festival cette année. Mais déjà, je vais vous poser une première question à l'ensemble du groupe. Je vais poser une première question un peu bateau. Mais qu'est-ce que c'est Intérieur Queer, justement ? Intérieur Queer, c'est un festival qui essaye de promouvoir les cultures queer au pluriel. Bien évidemment, les cultures, ils travaillent, donc on n'en représente qu'une partie. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de transcender aussi Garçons sauvages et notre culture qu'on peut proposer et justement donner la parole à d'autres manières de voir le queer sur le festival. Voilà, à travers les événements, que ce soit Drag Rendez-vous, le ball, les discussions, voilà, et aussi les lieux qui sont partie prenante et qui proposent eux-mêmes des événements, voilà, à leur image. Oui, c'est le spirit, je dirais, l'esprit de Plus belle la nuit, de tout ce que tu as évoqué. Mais Michael est réuni en 4 jours en un festival. C'est une sorte d'extension, en fait, de votre... Ce qu'on peut pas faire en une soirée dansante. Voilà. Donc on fait, en fait... En 4 jours. Voilà, puis donc du coup, effectivement, il y a plein de variables. Alors moi, je dis souvent, en fait, qu'on travaille sur les arts de la fête. Bon, c'est un peu ma partie, en fait. C'est un peu moi, c'est ce qui me passionne le plus. Mais on est sur un festival qui est extrêmement diversifié dans ses formats. Donc, on a à la fois des formats plus de spectacles, comme Drag Rendez-vous, par exemple. On a aussi des formats de talk avec des débats. Voilà, on pourra peut-être s'attarder un peu plus tard. On a le ball, donc ball voguing, on va dire, qui est donc un concours de danse. On a de la comédie aussi, voilà, mais on peut avoir... cette année, on n'a pas d'exposition, on avait une exposition l'année dernière. On peut avoir différentes choses. On avait une espèce de mini-marché drag, on va dire, je crois qu'il y a 2 ans aussi. En fait, c'est un format qui est très variable, c'est un peu un laboratoire. Et c'est un laboratoire aussi qui tâche de mettre aussi en exergue les collectifs locaux. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle Intérieur Queer, parce qu'on voulait aussi valoriser la scène locale. Et en même temps, on essaye du coup de faire ces variations, et puis d'essayer de trouver d'autres propositions
européenne, parce on est quand même très attaché à la notion de l'Europe. Voilà, en ce moment. Puis bon, on sait que le climat politique actuel, qui est quand même bien dégueulasse, je pense que c'est quand même hyper important qu'on puisse se positionner, en tout cas proposer des choses dans ce sens-là. Donc voilà, c'est une grande boîte à idées avec plein de formats passionnants à travailler. Et les passerelles entre donc Plus belle la nuit et Arty Farty se font comment dans le cadre du festival, justement Sur la programmation, c'est vrai que on retrouve beaucoup la partie réflexive qu'on peut retrouver dans les projets d'Arty Farty, avec la dimension aussi européenne à laquelle on tient. Et ça, c'est vrai qu'on a des talks, en plus des spectacles. Et enfin, le Festival intérieur queer, c'est vraiment aussi un festival de rencontres et d'échanges, parce qu'au-delà de pouvoir échanger tous ensemble sur des sujets, il y a aussi des espaces d'échange grâce aux espaces clubbing, avec le sucre, avec le transborder, qui sont vraiment géniaux, où les performeurs rencontrent le public. Donc il y a aussi cette dimension-là, en plus d'aller voir des spectacles comme le Drag Rendez-vous et le Ball. Cette dimension vraiment de proximité qui se lie entre toutes les communautés et les artistes et le public, qui est assez génial. Et après, pour ce qui va être de l'organisation du festival, comme le disait Mickaël, les équipes de Plus belle la nuit et les équipes d'Arty Farty sont très proches. Et Nolwenn et moi, on est là depuis quelques années par rapport à l'existence d'Arty Farty, mais ça a tout de suite été très fluide avec les équipes de Plus belle la nuit. C'est ça qui était super agréable. Et on a un fonctionnement qui est assez collégial et... C'est très collaboratif, ouais, en fait. Voilà, c'est qu'en fait, par exemple, sur les programmations, on va réfléchir ensemble. On va pouvoir se proposer des idées les uns les autres. Et en fait, on est quand même une grosse équipe aussi. Je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte, mais en termes de personnes qui travaillent sur le festival, alors j'ai pas de chiffres précis en tête, mais on doit bien une vingtaine de Ah personnes. ouais, on est au moins une vingtaine, de personnes et sans compter les personnes pendant l'exploitation qui travaillent là. Mais sur l'organisation même en amont, je pense qu'on doit être entre 20 et 25, ce qui est beaucoup, avec des personnes qui fonctionnent par pôle, et après chacun peut interagir quand même avec les différents pôles. Donc par exemple pour la direction artistique, rien n'empêche en fait que tout le monde puisse donner ses influences, ses avis, ce genre de choses. Donc on se réunit par exemple tous les jeudis pour parler de ce qu'on va faire et de ce qu'on va organiser, et on échange de façon la plus productive possible. Voilà, on se marre bien en tout cas. On met des sujets sur la table et après... battez-vous. Non, on discute, et justement c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on soit du pôle médiation, admin, on est réunis pour traiter de toutes les questions qui concernent le festival. Et ça, c'est un vrai bonheur de sentir en collaboration là-dessus. D'accord, il y a parfois des points d'achoppement, ça vous arrive de ne pas vous entendre sur certains sujets ou certains artistes. On parlera de la line-up un petit peu justement, et comment vous sélectionnez vos artistes, etc. Ce qui peut arriver qu'il y ait des désaccords. Ouais, ça arrive, mais comme dans j'ai l'impression, toutes les réunions où il y a autant de personnes autour de la table qui peuvent donner leur avis, donc c'est plein de phases différentes. Après, ça peut être le tout début où il y a aussi parfois des doutes sur le budget, sur ce qui est possible, sur ce qui est pas possible, où on essaye de tisser un peu l'armature, donc il y a forcément des avis qui divergent. Et après, ça peut être parfois sur de la programmation, sur certaines valeurs, mais on arrive au moins à en parler. Et justement, en ce qui concerne les artistes qui viennent au festival intérieur queer, leur sélection, je dirais, se fait comment ? Sur quelle base déjà ? Vous allez trier finalement, vous allez regarder ce qui se passe, vous connaissez déjà beaucoup de monde, les deux associations connaissent beaucoup de monde de par leur activité dans le monde artistique, musical, etc. et de la performance. Et comment vous allez choisir en disant, tiens, par exemple, celui-là ou celle-là, ce serait bien qu'ils viennent ou qu'elles viennent Alors de manière assez classique, comme déjà un peu tous les festivals sélectionnent les artistes, et puis selon les dispos de tout le monde, donc il y a quand même un travail qui est fait tout au long de l'année. Et effectivement, je pense qu'on choisit aussi de par ce qu'ils proposent, l'art. Je pense que c'est déjà la porte d'entrée majeure de se dire la proposition artistique, elle convient à l'événement, à ce qu'on a envie de refléter. Et ensuite, bien évidemment, les dispos, la position aussi un peu politique de certains, de comment ils voient les choses, les valeurs
Tu Ouais. veux dire un truc, Vas-y. ouais. Non, mais il y a aussi une affaire en fait d'esthétique musicale ou d'esthétique artistique. Voilà, donc effectivement, il y a aussi les valeurs les valeurs, comment dire, en termes, on va dire politiques ou symboliques des artistes ou leur parcours, ce genre de choses. Mais enfin, je crois qu'il y a aussi quand même une affaire de goût aussi dans tout ça. Donc il y a les différentes sensibilités, je dirais, artistiques qu'on puisse avoir avec les différents artistes, mais il y a aussi ces artistes qui sont issus quand même des scènes LGBT, enfin des scènes queer. Mais pas que. On a quand même majoritairement des personnes qui sont directement concernées par les cultures queer, mais on a fait aussi le choix de ne pas être fermé à des genres ou des orientations sexuelles qui seraient en fait face à la qualité artistique en fait d'un projet, quoi. Donc je sais pas si je vais dire un truc juste pour donner un exemple, et John Noceda, il est pas queer, et puis on s'en fout en fait. C'est qu'il a une super production musicale qui est aussi très très référente aux cultures LGBT malgré tout. Mais on va pas, par exemple, demander ni le genre, ou pas forcément s'attarder principalement sur le genre sexuel des artistes. Ça, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est des questions qu'on a pu nous poser à un moment, et je pense qu'on a une position quand même qui est assez claire là-dessus. Voilà, c'est que nous, on prône quand même une forme aussi dans la programmation d'ultra-diversité, et qu'on n'est pas un festival qui est fermé à l'autre, quel qu'il soit. Donc du coup, tout le monde est vraiment le bienvenu, et je pense que ça se ressent aussi dans notre programmation et dans les sujets qu'on traite. Et voilà, parce que quand on rencontre l'autre, on n'en a plus peur, et c'est quand même aussi le but du festival. Et sur les choix artistiques en particulier, il y a des choses, moi, par exemple, en fait, auxquelles je participe pas trop parce que ça m'intéresse moins ou je ne sais pas. Donc par exemple, il y a Drag Rendez-vous qui est quand même un gros morceau, et c'est Kamel qui s'occupe de cette partie-là dans laquelle je mets pas trop le nez parce que j'y comprends rien en fait. Bizarrement. Pour le coup, pour les valeurs sur Drag Rendez-vous, c'est plié. En général, les drag queens, on sait comment elles se situent. Donc en général, on partage beaucoup de valeurs ensemble. Mais effectivement, comme disait Mickaël juste avant, c'est que on choisit tout d'abord parce qu'on aime la proposition artistique, on aime les artistes qui vont se produire chez nous, et on se projette en fait à travers ce qu'ils proposent sur le festival. Donc, si je comprends bien, pour continuer à faire le lien avec Artifarty, Artifarty vous apporte aussi une contribution logistique importante, je pense. Oui, c'est le cas, ouais. Bien sûr. Oui, absolument. Après, c'est d'après vos propos, en fait, vous dirigez un petit peu, vous êtes la direction artistique, c'est très bien, je conteste pas. Et Artifarty vous apporterait une dimension plutôt logistique, avec tous les moyens qu'ils ont. Non, pas uniquement en fait, parce que là, tu vois, il y a par exemple parlé d'Eduardo tout à l'heure, avec qui on bosse aussi sur la programmation. Eduardo a programmé beaucoup de choses sur le festival, et qui sont hyper intéressantes. Voilà, et puis après, de façon en fait assez régulière, même très très régulière, on travaille avec tous les programmateurs en fait d'Artifarty, donc qui programment le sucre, Nuit Sonore. C'est à la fois c'est des potes aussi, donc du coup en fait souvent, je sais pas, on va se boire un coup, on se dit tiens il y a ça, c'est cool, voilà, et puis on est dans un truc en fait, c'est une émulation en fait, on n'est pas sur des choses qui sont fermées. Donc non, en fait, on pilote pas uniquement la direction artistique. Après, on est quand même, Plus belle la nuit est quand même plus sur l'esthétique générale en fait des choses, clairement. Voilà. Alors, on a évoqué aussi la dimension internationale, je dirais, du festival Intérieur Queer. Donc, on va dire Intérieur Queer, c'est un festival qui va de la culture locale à la culture internationale. Vous tenez quand même aussi à ce qu'il y ait des artistes locaux qui se produisent à Intérieur Queer. Je pense que ça fait partie de votre éthique aussi. Et il y a une scène queer importante à Lyon quand même. Ah ouais, clairement, il y a une grosse scène queer à Lyon. Et en France, c'est une scène qui est ultra reconnue. Donc, on a énormément de gens qui viennent de la région, Clermont, Saint-Étienne, Grenoble, viennent et participent aux événements queer, et pas qu'à Garçons Sauvages, sur les événements queer lyonnais.
Et effectivement, il y a une très belle communauté et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on les retrouve, que ce soit le consortium sur la soirée de l'after de Drag Rendez-vous. Ouais, merci. Voilà. Et puis énormément beaucoup de queens lyonnaises emblématiques qu'on va pouvoir retrouver sur Drag Rendez-vous, que ce soit Jeminica, que ce soit Kirara, bien évidemment, Safira. Donc tout ça, c'est des... je pense que le public lyonnais connaît bien ces queens, et puis on a la chance aussi d'accueillir, d'ailleurs pour la première fois sur Drag Rendez-vous, un duo de maîtresses de cérémonie qui sont Rosen Pounani, qu'on adore, et qu'on a vu dans Drag Race. Donc voilà, bien évidemment, on fait beaucoup de place aux artistes locaux parce que on travaille avec eux tout au long de l'année. Que ce soit sur les événements de Plus Belle la Nuit, mais sur les événements collaboratifs qu'on a, nous, Plus Belle la Nuit, que ce soit le CID Haït, que ce soit le CID Action, par exemple, sur lequel on participe, que ce soit le Bal des Fiertés aussi, sur lequel on participe. Mais il y a une petite question. Voilà, Léa. Alors moi, j'ai une question plus pour Artifarty, mais continue. Vous pouvez appeler un ami si vous voulez. Hein. Non, mais continue, pardon. Je sais plus où j'en étais, mais oui, effectivement. Non, exactement, on collabore beaucoup avec la scène lyonnaise. On peut reciter là où Surveillante, Mogan, voilà, enfin, énormément de gens avec qui on collabore tout au long de l'année, et pas uniquement sur des événements qui liés à Plus Belle la Nuit directement, mais des événements aussi caritatifs, que ce soit le CID Action, je le répète, que ce soit le Bal des Fiertés, et moi, accessoirement, je me suis pas présenté tout à l'heure, mais je fais aussi partie de HIT, je travaille à HIT, donc le food court qui accueille Drag Rendez-vous et le Ball. Et à travers mon travail à HIT, on travaille beaucoup avec les associations, encore une fois, que ce soit le CFL, que ce soit les associations, la cousinade, etc. Donc voilà, on collabore avec tous ces gens-là, et il nous tient à cœur de les voir sur le festival une fois par an. Aléa, c'est à toi. Alors oui, du coup, j'avais une question pour Artifarty, pour les filles. Artifarty, ça a débuté avec le festival Nuit Sonore il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, comment définiriez-vous l'évolution de l'association et qu'est-ce qui a fait que vous incluez les personnes queer, les personnes trans dans les collaborations que vous faites avec comme Intérieur Queer et d'autres événements? Sur l'évolution d'Artifarty, comme on disait tout à l'heure, oui, c'est vrai que ça a grossi énormément. C'est devenu carrément tentaculaire presque, avec toutes ces tentacules et tout son écosystème dans des pays différents, dans des lieux différents. Passer de 3 à presque 100 salariés, c'est quand même une évolution assez très très importante. Et pour ce qui est de la question sur pourquoi on travaille également sur des questions d'inclusion, etc., c'est parce que c'est les valeurs d'Artifarty, c'est des valeurs communes en fait qu'on partage. Ça reste, comme je disais, une asso qui est indépendante, qui se définit comme au service de la jeunesse, au service des cultures émergentes, qui à la base voulait lutter plutôt pour la scène club, pour la musique électronique, pour la musique techno qui a été à la base pas reconnue. Une fois qu'elle a été un petit peu plus légitimée, il fallait commencer aussi à inclure des communautés à l'intérieur pour faire comprendre à tout le monde que l'espace de fête, il est là pour être partagé et que c'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Et souvent, en fait, des structures qu'on fait intervenir sur Nuit Sonore, on peut les retrouver après sur Intérieur Queer également. C'est le cas du Café Rosa, c'est le cas de Heads, c'est le cas de certaines associations. Et on essaye quand même de faire des liens, et on a un réseau de structures amies qui interviennent pour et Nuit Sonore et Intérieur Queer. Je voudrais juste rajouter, c'est quand même qu'il y a une vraie conscience et une vraie envie chez Artifarty et qu'on retrouve notamment sur les social corners, sur toutes ces actions qui sont menées, d'être vraiment de proposer des espaces safe. Enfin, il y a quand même, au-delà de la collaboration Artifarty Plus Belle la Nuit, il y a vraiment une vraie conscience et une vraie réflexion autour de ces sujets-là. Et moi, je trouve ça génial. Voilà.
Et je travaille aussi pour Artifarty un peu, donc je suis double casquette comme Delphine. Donc voilà, mais non, mais vraiment, et ça se cantonne pas en fait aux événements Garçons Sauvages. Les actions qui sont menées au festival, c'est toute l'année. C'est toute l'année, c'est les actions qui sont menées au sucre, il y a aussi une volonté de défendre ces valeurs, en tout cas par des actions très très concrètes. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Voilà, donc après, maintenant, on va revenir surtout sur le contenu un petit peu maintenant du festival Intérieur Queer, puisqu'on a posé un petit peu les fondements, je dirais, du festival. Là, on va aller plutôt dans le détail. Donc c'est un festival de culture queer, là, on l'a bien compris, il n'y a pas de souci. Par contre, qui est sur 3 axes, moi je dirais. L'axe du clubbing, l'axe sur l'art du drag, je dirais, et puis l'axe la culture ballroom. Voilà. Donc 3 axes qu'on va essayer de développer un petit peu. On va avoir une petite coupure musicale tout à l'heure, vers 20h. Donc on va commencer à développer un peu première partie, deuxième partie, après la coupure musicale. Je voudrais parler du clubbing, par exemple. Le clubbing, c'est vrai que ça fait partie, c'est comme une culture inhérente à la culture queer, je dirais, le clubbing. Voilà, c'est ce que tu nous disais un peu tout à l'heure, Michael. Et il y a beaucoup de soirées clubbing, en fait. On danse beaucoup à l'intérieur queer, en fait. On fait la fête, beaucoup, en réalité. Oui, on danse beaucoup. Enfin, on danse, on fait la fête, on fait les cons, on fait ce qu'on veut, quoi. On vient habillé comme on veut et puis on s'éclate. Oui, en fait, tout est relatif. J'ai résumé. Parce que... Non, pas trop. Non, parce que... En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que t'oublies, en fait... Non, mais t'oublies, en fait, un truc, c'est qu'il y a quand même... Ouais, 3 axes, ça marche pas. En fait, on a aussi, tu vois... On a aussi une conférence d'inauguration, en particulier. On n'a pas que... En fait, il n'y a pas que des parties festives dansantes. Mais non, mais ça en fait partie. Je veux dire, on va parler de tout, évidemment. Voilà. Je parle des grands axes. Là. Sur les grands axes, mais oui, on fait beaucoup la fête. Oui, bien sûr. En tout cas, ça danse pas mal, puisqu'il y a 4 formats club. Donc, c'est quand même pas mal. Ensuite, il y a, on va dire, un format spectacle et un format danse. Voilà. Disons qu'en fait, oui, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, oui. Alors, moi, je dirais quand même sur les 3 axes, effectivement, je suis pas trop d'accord. Il y a quand même plutôt un axe réflexif qui est hyper important et qui nous tient à cœur. Il y a plutôt un axe performatif qui est le ballroom et drag rendez-vous. Et il y a plutôt un axe clubbing. Et il y a aussi un autre axe qui est la comédie, qui ça fait longtemps dont on a envie de défendre aussi. Mais on va reparler de ça, c'est nouveau. C'est la première fois que vous faites du théâtre, je dirais, du stand-up. C'est du stand-up. Alors on a déjà eu du théâtre avec la troupe de Madame Arthur. Mais là, ça reste dans le drag quand même, Madame Arthur. Ouais, mais du coup là, ça sera vraiment. On parlera tout à l'heure du collectif du Comedy Pride qui va intervenir aussi au festival. Mais du coup, sur le clubbing, en fait, à l'intérieur même, en fait, du clubbing, non mais, pour le truc, c'est quand même, non mais c'est très très marquant, c'est que si on regarde bien la programmation. Il y a par exemple sur le premier club donc du coup qu'on fait au sucre donc qui a lieu le jeudi. En fait c'est un feat, c'est un mélange de 2 collectifs. En fait c'est là où on s'attache aussi à des choses en termes de collectif, de valeurs de collectif et de couleurs aussi musicales. Donc là, on a With Us, donc qui est un collectif organisé par des personnes transgenres qui mettent en valeur aussi des artistes transgenres et non-binaires. Voilà, qui sont en fait en collaboration avec le Consortium, donc qui est un collectif plutôt drag, qui fait de la musique dans la vitesse. Ils font beaucoup de vitesse. Ces 2 collectifs se ressemblent un peu là-dessus et qui sont du coup sur une collaboration, une création pour cet événement-là. Le lendemain, après le ball, qu'on met pas dans le format clubbing du coup, mais après le lendemain pour le ball, on a du coup là 2 autres collectifs. Donc on a Jamais le mardi qui est un collectif qui est plutôt de base sur... en fait, Jamais le mardi est un magazine de base. C'est un magazine qui met, qui s'intéresse à la mode, etc. Mais qui met aussi en avant la culture caraïbéenne. Voilà, à travers à la fois leur magazine et à la fois à travers leur format de clubbing. Leur format de clubbing, eux, servaient à promotionner leur magazine. D'accord. Donc là, on les met en feat avec un autre collectif de danseurs, plutôt de culture noire, et qui s'appelle La Sueur. D'accord. Qui vient de
Bordeaux, merci, ça je ne savais plus. Voilà, donc si tu veux, en fait, on a quand même des mélanges en fait là-dessus. Donc c'est pas en fait de la fête pour faire la fête, c'est quand même des choses en fait où on tâche en fait qu'il y ait du sens et qu'il y ait des relations qui se font, et aussi tâcher de représenter toute la diversité de différentes communautés. Voilà pour oui, donc il y a bien une line-up, il y a bien des formats spécifiques. Ouais. Là, on a bien compris, pas de souci. On fait la fête quand même, mais dans un format bien circonscrit, bien posé, etc. Et puis il y a la Garçon Sauvage, qui est la 3e grande soirée clubbing, qui restera une Garçon Sauvage, mais XXL, donc si je comprends bien. C'est-à-dire que Chantal est XXL ce soir-là, c'est ça? Voilà. Elle offre son corps à tout le monde, je crois. J'aimerais tellement. Mais non, en fait, oui, sur la XXL, en fait, il y a 2 plateaux. C'est un peu la différence qu'on a par rapport au sucre, c'est qu'il y a 2 plateaux différents. Ça se passe où, la XXL? C'est au Transborder. D'accord. Et du coup, on a ces 2 plateaux avec sur la grande scène. Donc, comme je dis tout à l'heure, on a Andy Butler, donc du groupe Hercule and Love Affair, qui nous fait un DJ set qui sera référent à ce qu'il faisait, j'espère bien, sur son ancien groupe. On a notre résident, l'homme seul, qui est ce génie de la musique avec qui on travaille depuis maintenant 10 ans, qui est un grand ami. Voilà, on finit par John Noceda, qui fait de la high energy et qui est un DJ qui commence à être quand même vraiment... Il est quand même bien connu, quoi. Et voilà, il fait une programmation musicale qui est intéressante, parce que ça mélange justement ce qu'on aime, de la disco, de la musique électronique. Donc c'est très 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 solaire. On a globalement en fait sur le main stage de la musique très très solaire. Et sur le format club, là on a des choses qui vont être un peu plus de niche et qui cognent aussi un peu plus. Mais on commence quand même par un truc plus cool, on va dire, mais un peu plus post-punk, qui s'appelle Baby Berserk, et qui est un groupe qui est absolument pas connu du tout, qu'on a découvert il y a pas si longtemps à travers les recherches qu'on a fait. Et ça, c'est du coup Artifarty et Eduardo qui ont apporté ce groupe merveilleux. Et là, c'est assez intéressant parce que nous, on a toujours été assez défricheurs de groupes pas très connus qui deviennent connus après. Ça, c'est très très cool pour nous parce que déjà, ça coûte moins cher. Et puis du coup, on est sur un groupe qui, à mon avis, va totalement exploser dans quelques temps. Et vraiment, c'est très très beau, quoi. Très bien. Je propose maintenant de faire une coupure musicale qui sera un petit peu longue parce qu'il y aura des réglages, je crois, à faire sur le matériel vidéo. Donc on va passer 2 morceaux, l'un après l'autre, que nous ont apporté donc toujours Artifarty, toujours peut-être la sélection de Eduardo. Il y avait un des morceaux, c'était une track de Baby Berserk. Ouais. D'accord, très bien. Parce que là, je vais passer Dancing with Fish. Ah oui. Voilà. C'est ça, oui. Voilà. Merveilleux. Et For the Girlies. Oui. OK. Here we go.
This song is for the girlie, the true bad bitch in town. This Barbie isn't scared to make you go shake your ass. This song is for the cunts who slays all around the world with crystals on their nails, not afraid to show their butts. This song is for the girlie, the true bad bitch in town. This Barbie isn't scared to make you go shake your ass. This song is for the cunts who slays all around the world with crystals on their nails, not afraid to show their butts. This one is for the girlies, the ones that are not scared to say the crazy shit that are on top of their head. This song is for the baddies who needs to be heard, who needs a baby daddy that comes with honey and mustard. This one is for my sisters that wanna get real rich, who shake that ass 9 to 5 to buy herself some new wigs. This one is for the dolls with their pussies on the floor. Put on your Gucci boots, baby, let's conquer the world. This song is for the girl, the true bad bitch in town. This Barbie isn't scared to make you go shake your ass. This song is for the cunts who slays all around the world with crystals on their nails, not afraid to show their butts. This song is for the girlie, the true bad bitch in town. This Barbie isn't scared to make you go shake your ass. This song is for the cunts who slays all around the world with crystals on their nails, not afraid to show their butts. This song is for the Girlies, bad bitches, we're stars, not wannabes. HOB crew, stinging like bees, only with love, make them say cheese. If I got me, you know, baby, that I got you. My sister, my soulmate, and my boo. Slit on Korea, makeup too. She's my inspo, bitch, I love you. I suggest, but bitch, you're welcome. In my clique, right, inspired, but sling the house down. My sister, my queens, give me them crowns. Faster, better, higher, stronger, spread the love and we together. Kira, Rockets, D forever. I saw Brian, how the killer. Sortez Shamsiel, Safira Badlayer, Chanel, KSD and Shade, tout. All the girlies on my crew. Lina, Lisandra, Frenmer, Mae, Céline Bumi et Adelaine. Mathilda, Kamel, Lisla, tout. Oleg et les technophobes. Don't fuck with my bitch. In my clique. Don't fuck with my bitch. Period. This song is for the girlies. Don't fuck with my bitch. En fait. In my clique. Period. Don't fuck with my bitch. This song is for the girlies. Don't fuck with my bitch. In my clique. Don't fuck with my bitch. This song is for the girlies. Transculture. De 19h à 21h, 4.5 FM, sur Radio Pluriel, avec Léa. Bah, super bien. Eh bien, bonsoir, rebonsoir, et merci d'être avec nous pour cette deuxième heure de Pluriel Gay, Fast Track et Transculture. Parce que, je le rappelle, c'est une émission collaborative des émissions du pôle LGBTI+, de Radio Pluriel sur 91.5 FM. Je suis toujours, et je suis en train de m'étouffer en même temps, je suis toujours avec Artifarty, représenté donc par Nolwenn et Delphine. Rebonsoir. Michael et Kamel de Plus Belle la Nuit sont aussi avec nous pour continuer à parler un petit peu du festival Intérieur Queer. Donc on a parlé un peu avant la coupure musicale du clubbing. Maintenant, on va parler un petit peu donc des arts performatifs, puisque vous préférez qu'on dise qu'on axe là-dessus. Donc, dans les arts performatifs, on a l'art du drag et la culture ballroom. Alors, l'art du drag, Kamel, c'est ton sujet, je crois. Donc, comment on fait, comment on choisit des artistes drag dans le cadre d'un festival intérieur queer? Déjà, on connaît beaucoup de monde, donc on essaye de sortir, d'aller voilà. voir ce qui se passe. On a la chance d'avoir plein de choses qui se passent à Lyon, donc voilà, on se renseigne. Puis on a la chance aussi d'avoir une super émission depuis maintenant 3 éditions qui est Drag Race France et qui promeut aussi cet art-là. Donc voilà, ça nous aide beaucoup. Et voilà. Et puis depuis 10 ans aussi, on a invité beaucoup de drag en dehors de Drag Rendez-vous. On a quand même, voilà, on travaille avec plein d'artistes intéressants et Drag Rendez-vous reflète un peu tout ce panel. D'accord. Puis il y a aussi à HIT les événements aussi. Et puis oui, effectivement, cette année, alors pour la première fois, merci Mickaël de me le rappeler, pour la première fois, on a aussi une place qui est réservée, une place sur la programmation de Drag Rendez-vous qui est réservée en fait à la scène ouverte, qui est organisée tout au long de l'année avec Zani la Lune, Intérieur Queer, La Cousinade et HIT sur HIT et donc qui sont des artistes locaux, la qui sont des artistes locaux et souvent des artistes émergents,
débutants, voilà. Et toute l'année, on a l'occasion de les voir à HIT. Et d'ailleurs, la scène ouverte reprendra dès la fin du festival au mois d'août. Donc voilà, et on a la chance de voir énormément d'artistes. Et là, cette année, donc il y a Cassiama qui a été retenu suite à la scène ouverte. Et on a aussi Gaston, alors on ne l'a pas trop dit, il fait partie aussi de la scène ouverte. C'est un drag king qu'on adore, qu'on a vu 2 fois sur les scènes ouvertes. Et donc qu'on a aussi sélectionné parce qu'on voulait... de base, il y a une seule place, mais c'est toujours très difficile de choisir. Voilà, donc on retrouvera aussi Gaston qu'on adore. Donc Cassiama et Gaston qui viennent de la scène ouverte. On a aussi Guy Aucher, qui est une drag queen lyonnaise, qui fait aussi d'ailleurs Chaos d'Or, et qui fait partie de la médiation donc sur le sucre. On a Kirara qui est DJ et artiste performeuse qui est assez incroyable, qu'on adore. Vas-y, tu veux en dire un mot, tu te répignes. Non, mais si je peux me permettre sur une chose, en fait, là tu parlais de la scène ouverte et puis des drags locales. En fait, ce qui est intéressant sur la scène ouverte de HIT, c'est qu'on a régulièrement des personnes s'inscrivent sur cette scène ouverte et sont sélectionnées par Zani, et ça permet de voir dans le temps du coup différentes propositions artistiques. En fait, il y a juste 2 choses en fait, moi que je voulais juste ajouter, mais je parlais de Kirara et c'est super en fait d'en parler. Kirara, c'est une personne qui est issue de House of Bryant, qui est aussi DJ. Elle est aussi graphiste, elle fait beaucoup de 3D. Elle fait aussi de l'impression 3D, donc par exemple elle a créé des ongles qui sont absolument incroyables. Enfin, c'est vraiment une artiste multifacette. Et moi il y a vraiment une chose de production musicale effectivement. Et il y a une chose qui me fascine chez elle, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a une conscience du corps dans l'espace. Et on a fait plusieurs scènes avec elle, alors à la fois sur Drag Rendez-vous, mais aussi en host chez nous. Et vraiment, elle explose la scène. Et je crois que c'est l'année dernière, l'année d'avant, je sais plus. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, elle a fait une performance. La sur Benny Benassi. Ouais, c'est ça. Totalement cinglé. Totalement cinglé. En fait, je vais essayer de la décrire. C'est difficile de décrire ce show-là, mais en fait, elle a fini. Elle avait un show très très dynamique. Elle a fini par utiliser une perceuse qu'elle a utilisée pour percer un godemichet qui s'est mis à tourner au bout de son truc et qui a fini dans sa bouche. Et en fait, c'était vraiment très virtuose dans la façon dont c'était mené, parce que c'était vraiment très énergique, très dynamique. C'était vraiment incroyable. Et du coup, le public était vraiment hurlant face à ça. Et voilà, c'est vraiment. Elle a une créativité qui est très débordante et qui est ultra, en tout cas, qui est impressionnante. À chaque passage, Kirara nous subjugue par sa créativité et son talent. Et il y a aussi une chose peut-être plus technique, Kamel, dont tu peux peut-être nous parler, c'est que autant on peut voir la sélection des performances, la qualité des performances ou l'esthétique des performances. Mais ce qui est difficile en fait dans une programmation comme ça, c'est de programmer les gens les uns après les autres et de créer en fait un rythme par rapport à la sélection. Et ça, c'est tout un travail quand même qui est très, très compliqué, qui est très très long, donc Kamel fait très très bien. Et donc du coup, il faut pouvoir créer une sorte de dynamique de mise en scène. Exactement, entre les différents shows, savoir aussi rythmer, avoir des temps forts, avoir des temps un peu plus calmes. Voilà, effectivement, c'est un vrai spectacle, Drag Rendez-vous, et on n'est pas de ce métier-là, pour être tout à fait honnête, mais... si, maintenant on l'est. Hein. Oui, on vient quand même plus du clubbing, je voulais dire, mais oui, effectivement, à monter, c'est juste à chaque fois une merveille, c'est toujours super gratifiant de voir le rendu final. C'est beaucoup de travail, mais... D'autant plus qu'il y a une scène qui est dans une configuration de catwalk, là, encore cette année, je suis pas sûr que ça reste comme ça. C'est au hit, on est bien d'accord. Donc du coup, le catwalk, en fait, c'est 10 mètres par 2, oui. Voilà, donc oui, ça s'inspire des défilés de mode, en fait. Le catwalk, c'est défilé de mode. C'est une chose qu'on cherche à faire évoluer par la suite, donc on va teaser un peu pour l'année d'après. Donc voilà, donc on va essayer de travailler un petit peu différemment la mise en scène. En fait, juste pour ajouter... Cette année, le ball et Drag Rendez-vous seront dans la nef, seront à l'intérieur d'une salle et pas sous la halle de HIT. Donc ça sera à l'intérieur, ça va nous permettre aussi d'avoir une autre dynamique, une autre manière. En tout cas, ça sera différent. Et je pense que, comme disait Mickaël, on aura aussi l'année prochaine une évolution...
On tâche de, Sur en fait, l'espace sur, scénique, c'est un art performatif qui est hyper intéressant, puis qui est aussi, en fait, qui est très très variable. Parce que quand on a créé Drag Rendez-vous dans son histoire, on l'avait pas imaginé comme une scène de, comment dire, frontale. En fait, on l'a pas conçu comme ça de base. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on conçoit beaucoup de choses aussi par rapport à des espaces, et les contraintes de l'espace font que, forcément, les configurations artistiques changent. Et quand on a créé Drag Rendez-vous, on l'a fait dans un hôtel, on l'a fait au Château Perrache. Et la grande différence, c'est que les scènes n'étaient pas des scènes avec des podiums ou une scène proscénium, mais c'était dans des chambres. Donc on pénétrait dans des chambres où il y avait une histoire qui se déroulait à chaque fois de façon différente. Et moi, je trouve ça quand même vraiment très intéressant de travailler en fait cet art performatif d'une façon assez différente. Et on aimerait bien, par la suite en tout cas, éclater les scènes et travailler un peu différemment. Donc pas sur forcément une monstration de performance comme les performeurs peuvent le faire habituellement dans les clubs et tout ça, mais plutôt de proposer par la suite des contraintes aux performeurs et de réinventer du coup, de proposer une situation aux performeurs et qu'ils réimaginent en fait leur travail par rapport à ces contraintes-là. Alors, je redis, ils teasent pour l'année prochaine. Cette année, on sera sur une scène avec un autre catwalk habituel que nos queens adorent quand même. Mais couvert, cette fois-ci. Mais couvert à l'intérieur, effectivement. D'accord, ça sera en intérieur, donc, parce qu'habituellement c'était à l'extérieur. C'était sous la halle. Sous la halle, voilà, et d'accord. Là, on sera dans la salle qui jouxte de la halle. Et voilà. Ça nous permet aussi d'augmenter la jauge. Donc ça, voilà, c'est ce que j'allais dire au niveau du public. Ouais. C'est ça. Ça nous permet d'augmenter la jauge aussi et de pouvoir accueillir plus confortablement aussi le public sur l'événement. Et au vu du temps... et du succès des dernières éditions. Puis au vu de la météo aussi, certaines aussi ces derniers temps. Voilà, ça nous permet aussi de s'assurer que si aussi il pleut, très trivialement, qu'on puisse quand même maintenir en fait l'événement dans des bonnes conditions. D'accord. Donc il y a une journée consacrée au drag, à la scène drag, on est d'accord. Et il y a aussi donc une journée qui est consacrée au ballroom. Alors là, avec quelqu'un qui vient toutes les années, depuis 3 ans, je crois, c'est sa 3e année. Exactement. Donc c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, tu peux dire le nom de l'artiste. Donc c'est Vinnie House. C'est la House of Revlon et Vinnie Revlon qui sera pour la 3e année consécutive avec nous. Donc il faut savoir que nous, on avait à cœur d'amener la ballroom scene à Lyon, et ce qui n'existait pas il y a encore 3 ans. Donc on a eu la chance de collaborer avec la Gaieté Lyrique et la House of Revlon sur ce projet-là, et avec qui... La House of Revlon est résident de la Gaieté Lyrique à Paris. Exactement. Donc voilà, on a la chance de faire ça pour la 3e année consécutive avec eux sur IT. On est ravis. Ils ont aussi fait d'ailleurs le ball lors de la Biennale de la danse en septembre dernier dans les usines Flagor. Et voilà. Oui. Alors moi, je suis un grand fan de ballroom. Et moi déjà, je trouve que la ballroom, le voguing, la ballroom, a tout à fait sa place dans un festival comme Intérieur Queer. Évidemment, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, parce que c'est aussi une dimension très politique, le ballroom, et la culture vogue. À la base, c'est une danse urbaine, et comme le hip-hop, en fait, c'est une danse qui s'est née à New York dans les années 60-70, où des queers, souvent des queers les plus marginaux de la société, des LGBT, en fait. Souvent, donc, ça concernait des travailleurs du sexe, ça concernait des personnes racisées, des personnes trans, etc. Exactement. Donc qui vivaient parfois à la rue, qui étaient rejetés dans une société américaine qui est déjà pas tendre pour les gays, on dira en général, les LGBT, mais qui en plus, à l'intérieur même de la communauté, il pouvait y avoir de la ségrégation, des gens qui étaient parfois rejetés par la propre communauté parce qu'ils étaient latinos, parce qu'ils étaient noirs, etc. Et eux, se sont réunis, ont commencé à faire des réunions qui étaient informelles au départ, dans des salles de bal abandonnées, etc. Et qui est née toute une culture, je dirais, marginale à l'origine, qui a pris énormément d'ampleur de plus en plus, puisque maintenant la culture vogue et le ballroom, la danse, les chorégraphies, parce que maintenant c'est devenu très, vous le savez, très, très normé, je dirais. On pourra en parler un petit peu rapidement, très codifié, mais sont repris maintenant par de grands chorégraphes, c'est reconnu. On voit dans des chorégraphies urbaines, par exemple, d'un seul coup, on va avoir des mouvements de voguing, etc. Même les grands chorégraphes contemporains ont absorbé, je dirais,
la culture voguing, à tel point que parfois on a pu entendre parler aussi de la part des originaux, de ceux qui ont créé ce mouvement d'appropriation culturelle. Parfois, d'ailleurs, on a entendu parler de cela. Notamment, je pense à... moi, l'image qui me vient, c'est la Russie. On va me dire, tiens, pourquoi ? Parce qu'en Russie, on sait qu'elle n'est pas très LGBT-friendly. Il y a la culture Vogue est très populaire. Et en fait, ce qui est diffusé en Russie sont essentiellement... ce sont des personnes cis, hétéros, beaucoup de filles en général. C'est devenu d'un seul coup une culture hétérosexuelle, on va dire. Très genre. Voilà. Et alors qu'à l'origine, c'est pas ça du tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était ma petite note personnelle. Moi, je suis ravi. Toutes les années, je vais au ball, j'adore. Puis il y a une interaction avec le public aussi. Alors l'avantage, effectivement, c'est ça. Alors dans le ball, on a la chance d'avoir cette culture du voguing, mais c'est pas uniquement le voguing. Hein. C'est aussi toutes ces personnes qui étaient exclues des concours de beauté dans ces années-là, qui ont recréé un concours où eux-mêmes étaient acceptés. Donc on a le voguing, bien évidemment, mais on a aussi le défilé. On a plein de catégories. Parce qu'il y a les fameuses catégories. Exactement, on a énormément de catégories. Et l'avantage du ball, c'est aussi l'expression en fait du public. C'est l'expression des participants. Le ball est organisé bien évidemment par la House of Revlon, qui host, qui juge, etc. Mais les participants sont des personnes du public. Donc c'est vraiment l'expression. En fait, moi, c'est ce qui me touche le plus, je pense. En tout cas, pour ma part, c'est aussi de voir l'expression du public qui nous suit et puis se produire sur scène. Oui. Donc, on a eu énormément de temps fort, justement. Sur des expressions artistiques et politiques. Et je dirais, si je peux me permettre, avant que Mickaël, tu prennes la parole, ce qui est d'intéressant aussi, c'est que l'an dernier, donc, sur la scène drague, il y avait des personnes qui faisaient leur performance. Et souvent, c'était que des personnes racisées qui intégraient des mouvements, justement, de danse issus du voguing. Je veux dire que même dans le drag, le voguing influe sur le drag. Et c'est souvent du fait des personnes qui font du drag, qui sont des personnes racisées, et même exclusivement. C'est des personnes noires, des personnes d'origine maghrébine, qui s'approprient tout en faisant du drag, qui s'approprient cette culture. Je pense qu'effectivement, ils se reconnaissent, en tout cas, ils se retrouvent dans les discriminations qu'ont subies en fait, les personnes à l'origine de ce mouvement. Donc forcément, il y a aussi cette proximité... de ressenti et d'émotion, et c'est pour ça que je pense que ces personnes, en tout cas issues de ces minorités, se réapproprient aussi ces danses et ce mouvement-là. Et tout. Dans les catégories, en fait, il y a des choses qui sont hyper marrantes. On a Female Figure Face. Je parle pas très bien anglais, j'ai mal prononcé. C'est vendre son visage. Voilà. Ça, c'est quand même assez magique. Moi, il y en a une que j'aime bien. Je sais pas si j'ai ma petite liste, je les connais pas par cœur. Mais il y en a une, c'est celle du passing. Tu vois, Kamel, celle du passing. Je me souviens plus. Donc en fait, c'est comment, à travers la danse, on va passer pour un mec hétéro, pareil. Et ça, c'est une catégorie qui fait bien marrer en général. Everyday Wellness. Alors il y a male figure et female figure. C'est aussi l'expression du quotidien entre guillemets. Alors je saurais pas vraiment le décrire parce que, mais voilà. Et il y a une chose en fait qui me fait marrer aussi dans les catégories cette année, c'est qu'il y a un thème sur une chanson de Véronique Sanson, chanson sur ma drôle de vie. Je me dis tiens. Donc voilà. Et ce qui est intéressant sur ces catégories, c'est que ça rythme aussi beaucoup l'événement. Et là, en fait, c'est un événement où on ne s'ennuie pas du coup, parce que c'est pas monolithique et c'est très dynamique, oui, parce qu'il y a le public qui interagit, etc. Puis il y a un jury aussi, ça qui est marrant. Il y a un jury. Et moi, le jury est déjanté souvent et balance les notes, les par cartes se lèvent ou avec les mains, il donne les points et tout le monde est très investi. Ah oui, très investi. Puis c'est très agité, quoi. On est dans une. Moi, je voulais rajouter très mouvementé. C'est que suite justement à cette implantation de la ballroom scene à Lyon, à travers Intérieur Queer, la Biennale, etc., on a quand même une scène lyonnaise qui s'est créée. On a des entraînements, des collectifs qui se sont montés, qui attendent, qui écrivent à Vigny en lui disant hey, tous, donne-nous les catégories, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de... Moi, je trouve ça vraiment très émouvant. C'est ce que je voulais dire. Moi, ma surprise a été, même au premier bal qui a été organisé à Intérieur Queer, c'est de voir que le public, il y avait un public de connaisseurs déjà. Exactement. Des gens qui connaissaient les codes.
Exactement. D'ailleurs, la première ça année, m'a on a beaucoup fait, surpris. la première année, on avait fait juste avant le ball une initiation. Voilà, menée par Keyona, par Vini, par DJ, voilà, qu'on connaît tous, hein, bien évidemment. Et du coup, on avait fait cette initiation la première année, mais maintenant, on ne fait plus l'initiation. Ouais. On ne fait plus parce que les gens, ils sont à un tel niveau. Oui. Le public lyonnais est devenu un public des stars, et c'est un public qui se déplace à Paris, qui se déplace dans les autres villes pour aller, je sais pas comment on dit, jouer la compétition en tout cas, et aller sur les balls des autres villes. D'accord, alors maintenant, je fais la musique, ça va être la question de Virginie, de Fast Track. Eh bien, bonsoir. Alors oui, je suis Virginie, j'anime l'émission Fast Track, qui est une des 3 émissions de la galaxie Pluriel Gay, hein, on peut dire ça comme ça. Fast Track, c'est centré sur la découverte d'artistes musicaux dans la sphère LGBT, voilà, pour faire court. Et donc, on accueille des groupes, on interviewe et qu'on fait jouer live pendant l'émission. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien poser des questions qui grattent un peu, parce que sinon, ça serait pas drôle. Hein. Et je vais exprimer le point de vue d'une personne lambda, du public d'un certain âge que je suis, et qui, bien sûr, n'engage que moi. Voilà. J'ai un ressenti, vous allez me dire si je me trompe ou pas, que édition après édition, année après année, et c'est pareil pour les nuits sonores d'ailleurs, et puis pour énormément de festivals, moi je remarque une sorte d'inflation. Il y a toujours plus de programmation, toujours plus de lieux, d'événements, de collaborations. Sur cette nouvelle édition là que vous présentez, il y a 5 soirées, dont 3 nuits d'affilée, en gros, sans discontinuer, de 18h jusqu'à 5h du matin. Franchement, comment est-ce possible, physiquement, sans substance, hein, bien sûr. J'allais dire la cocaïne, mais c'est toi qui l'as dit. D'assister à tout, en tout cas à tout ce qui peut donner envie. Voilà. Alors ma question, c'est quelle est votre stratégie au niveau de cet aspect du dimensionnement du festival par rapport à la capacité physique réelle du public? Il y a forcément une limite, non? Est-ce que... Je serais intéressé par votre réponse, mais j'espère me tromper. Très bien, moi je vais faire juste une partie de la réponse. Je pense que Michael et puis les filles voudront aussi prendre la parole sur ce sujet-là. Mais en tout cas, l'idée c'est aussi de proposer une palette d'événements qui conviennent à plein de monde. Et c'est pas, on peut avoir un pass, bien évidemment. On fonctionne aussi avec un pass. Intérieur court, on peut prendre un pass et participer à tous les événements si on le souhaite, mais on peut aussi participer à des événements, justement choisir les événements auxquels on va. Et le but c'est ça, c'est d'avoir vraiment une représentation ultra large. Et encore, je trouve qu'il y a plein d'aspects, plein de personnes qu'on n'arrive pas à représenter encore sur le festival. Et je pense que c'est vraiment le but. Le but n'est pas en fait que... pourquoi pas, le but pourrait être de faire tout le festival, mais c'est aussi de pouvoir proposer une palette dans la culture queer, d'événements sur la culture queer, avec une différenciation de prismes justement sur cette culture, pour justement être être plus proche de cette diversité-là. Entre autres, moi c'est pour ma part, mais tu peux... Oui, c'est pareil, c'est un peu comme un menu. On choisit à l'intérieur ce qu'on a envie de manger, ce qu'on a envie de venir voir. Voilà, alors sur l'exemple de Nuit Sonore, par exemple, je fais pas tout Nuit Sonore. Hein. Et puis, il y a ma aussi, énergie. Mais pardon. Non, vas-y, je t'ai coupé. Voilà, et puis sur en fait le truc qui comment dire, c'est qu'il y a des événements de jour aussi qui sont calibrés aussi pour être je dirais en plus gratuits, hein, les événements de jour sont tous gratuits, qui permettent aussi à des gens qui n'ont pas forcément envie de clubber, donc qui ne s'intéressent pas au clubbing par exemple, de venir en fait sur des événements différents, en plein air, qui ne sont pas aussi peut-être entêtants en fait qu'un format de club. Et pour juste l'anecdote, il y a ma mère qui vient pour le festival. Elle a quand même 75 ans avec son Jules qui en a 78. Et elle ne fera pas les clubs, mais si, elle va faire Drag Rendez-vous et le ball, elle deviendra à Garçon Sauvage. Elle est tout à fait capable de rester jusqu'à 5h du matin. Voilà, mais bon, voilà, après c'est une question de choix. Pour le coup, Intérieur Queer, je trouve, a quand même sensiblement la même armature que l'année dernière. On n'a pas non plus révolutionné. On est toujours sur des événements à hit, sur des événements au sucre, sur une GS au Transborder. Donc on a un peu agrandi le lieu à hit. Mais concrètement, c'est assez... Il y a un événement qui s'est rajouté, la closing au sucre. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que là où je rejoins ce que disait Mika, c'est que justement... cette sorte d'inflation dont on a l'impression sur la dimension des événements, c'est aussi lié aussi à l'envie de rendre accessible
C'est-à-dire d'avoir des lieux un peu éclatés dans toute la ville, dans toute la métropole de Lyon, que ce soit pour Intérieur Queer ou pour Nuit Sonore. Et aussi d'avoir des événements gratuits et d'avoir des événements qui soient moins chers. Par exemple, un sucre coûte moins cher qu'une soirée au Transborder. Donc, il y a aussi cette réflexion-là qui se fait en plus de juste avoir plein d'événements. Ouais, exactement. Mais peut-être ajouter une journée à l'avenir, une journée de plus, pourquoi pas. C'est pour nous tuer, ça. On commence déjà le mardi 9 cette année. Oui. D'ailleurs, oui, c'est bien que tu le rappelles. Je vais te laisser en parler. Et oui, car le festival commence le mardi 9. Ah, moi j'avais noté le 11 pourtant. Ben oui, parce que c'est annoncé le 11, mais en fait, il y a un warm-up qui est organisé au centre LGBT qui nous accueille. Donc là, c'est vraiment plutôt la partie réflexive du festival. C'est coordonné, il y aura différents acteuristes qui interviendront justement pour questionner un peu le positionnement de comment chacune peut faire pour que les événements soient safe, quel est le positionnement des acteurs RIS dans l'événementiel là-dessus, avec du coup Lolita qui sera là du Live Station, Barbara qui vient du collectif Moule à Facettes mais qui travaille également dans le milieu documentaire, qui a fait tout un documentaire sur le chemsex, Sergueï de AIDS, la première association sur le VIH, les hépatites, qui sera là aussi pour parler du chemsex, Emric Martin du centre LGBT, et tout ça ce sera coordonné, modéré par Amélie qui travaille en médiation avec moi, que je salue, et Fabien de Plus Belle la Nuit. Très bien. Je vous propose une nouvelle culture musicale, toujours un morceau de musique que vous avez amené. Je vais y arriver, je finirai pas l'émission, je vous le dis, moi je vais finir HS. Ça s'appelle donc Real Hot and Naughty. Voilà, c'est vous qui l'avez amené. Est-ce que quelqu'un peut-il nous en dire un petit mot? Non, sinon c'est pas grave. Hein. Alors j'ai plus le nom, pardon. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. On peut envoyer le morceau je et puis après. C'était l'autre qu'elle est passée. Ouais, c'est Real Hot and Naughty. Real hot and naughty, here's a line, now write the story. You're still not over him, girl, we've told you he's a Tory. Real hot shorty, and she's got the perfect body. She'll get over him and he'll cry when she's in her glory. Post it on me story when we're out here feeling naughty. I won't tell you fuck all, you got nothing to reporty. It is the Flex Olympics and I'm out here feeling sporty. Knows that I am tasty, knows that I am extra saucy. You're still not over him, yeah, we've told you he's a Tory. Real hot shorty, and she's got the perfect body. She'll get over him and he'll cry when she's in her glory. I do not remember writing this into my story. Everything else always ends up being gory. Not sure what happens, always ends up pure outlawry. No competition, cause I fit no category. I will always get what is coming and is for me, and we can only share it when you post me on your story. Real hot and naughty, here's a line, now write the story. You're still not over him, yeah, we've told you he's a Tory. Real hot shorty, and she's got the perfect body. She'll get over him and he'll cry when she's in her glory. Come and let the world see what you see when you explore me. He wants to know me secrets, ones I keep deep in me. Come and let the world see what you see when you explore me. He wants to know me secrets, ones I keep deep in me body.
naughty. I won't tell you fuck all. Got nothing to report. Transculture la rediff sur Vienne, c'est sûr. Croc Radio, 89.5. Chaque vendredi qui suit, l'émission live du mercredi. Pump it up loud. Eh bien, merci de nous retrouver pour la dernière partie de cette émission fort riche sur le festival consacré au festival intérieur queer. J'entends un bruit bizarre, j'ai entendu un bruit bizarre dans le casque. On aurait dit un oiseau qui sifflait. Non, mais ça doit être mes acouphènes, c'est pas grave. Donc du coup, donc je suis toujours avec Plus belle la nuit, toujours avec Artifarty. Et maintenant, alors il y avait pas deux questions qui grattent, une question qui gratte, il y en a deux. Là, non, c'est la mienne. Ouais, voilà. On n'aime pas toujours trop consensuel tout le temps, voilà, parce que bon, bien sûr, on est tout à fait, on aime intérieur queer évidemment, mais on aime bien poser des questions un petit peu, un petit peu, voilà. Mais bon, rien de mauvais, mais rien de méchant, hein, je vous rassure. Simplement, moi, je me suis posé la question. Puis c'est des réflexions que j'entends, attention, hein, c'est pas une réflexion seulement de ma part, en disant mais finalement le festival intérieur queer, est-ce que c'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes? Est-ce que c'est pas réducteur? Est-ce que c'est pas réducteur par rapport à ce qu'il propose, c'est-à-dire la culture queer se réduit-elle seulement à tout ce qui est présenté au festival intérieur queer? Il y a tellement d'autres choses à travers lesquelles les gens ne pourraient ne pas se sentir représentés dans intérieur queer. Voilà. Est-ce que on vous a déjà fait cette remarque déjà? Et qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça? Ça veut dire, est-ce que c'est trop limité? Est-ce que c'est trop réducteur? Le clubbing, le drag, le ballroom ne représente pas toute la sphère, la dimension LGBTQIA+. Après, on reste aussi... est-ce qu'on nous a déjà dit ça? Pas vraiment. Mais en fait, on reste quand même un petit festival et un festival de niche. C'est-à-dire qu'aussi, on est un festival qui est dans ce type de format. J'en connais pas d'équivalent en France. Voilà, donc évidemment, en fait, qu'on peut absolument pas tout mettre, parce qu'effectivement, les cultures queer, en fait, sont extrêmement larges. On pourrait parler de littérature, on pourrait parler de bande dessinée, on pourrait faire une exposition cette année qu'on ne fait pas. Voilà, il y a plein de champs. Mais le truc, c'est que quand même, depuis ces dernières éditions, on balaye quand même beaucoup de choses. Enfin, on essaye en fait d'avoir une vision un peu plus ample des choses, et à chaque édition en fait connaît des variables dans sa programmation. Donc moi, j'ai pas le sentiment en fait que qu'on réduit les cultures queer à des choses, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un festival de cette taille est à la fois gros et à la fois petit d'un point de vue en fait économique. Et que c'est un festival aussi qui se déroule à Lyon en plein mois de juillet. C'est pas forcément aussi une ville qui est non plus hyper attractive en juillet pour avoir aussi une masse de public qui puisse alimenter aussi ce projet-là, et qu'en réalité on est extrêmement aussi bridé par les contraintes budgétaires. Et c'est extrêmement compliqué cette année, pour être tout à fait transparent. Et le truc, c'est que quand même, les années précédentes, comme je le disais, on a fait une exposition photographique, par exemple, qui était super d'ailleurs. On fait du cinéma aussi cette année. Et en fait, on tâche de... comédie cette année. Comédie on n'a cette pas année, la prétention non plus de tout représenter. Oui, aussi. Hein, c'est quand même... voilà, nous, on en a conscience, bien évidemment, qu'on n'est pas représenté. Enfin, en tout cas, on essaye d'avoir une représentation un peu diverse, mais effectivement, on n'a pas la prétention de représenter tout le monde. Et, de toute façon, qui aurait cette prétention-là?
Oui, bien sûr, mais c'est une question. Vous êtes obligé finalement de faire un choix, et le choix, il est quand même déterminé par quelque chose qui sont des locomotives à l'heure actuelle. Mais je pense, par exemple, tu évoquais la culture clubbing des années 80-90, qui n'a pas complètement disparu. Où tu évoquais la masculinité toxique, par exemple, voilà, le rapport cruising, aussi, etc. Pourquoi ne plus l'intégrer dans un festival intérieur queer, par exemple, un festival de culture LGBTQIA+, à travers lesquels, par exemple, alors vous allez dire, ça y est, c'est le gay boomer qui est en train de parler, mais une certaine catégorie du LGBT pourrait justement venir au festival intérieur queer à travers ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, des événements plus gays, plus mainstream, c'est ça? Aussi, mais par exemple à travers des cultures qui sont autres que seulement mainstream, le bondage tout simplement, le SM, la culture queer, c'est UIR, le leather par exemple. Oui, puis je pense aux filles aussi. Il faudrait aussi des formats, de toute façon je ne donne pas des... Voilà, mais les lesbiennes, les lesbiennes, vous voyez ce que je veux dire? L'année dernière, on a encore eu Barbiturix qui était encore présent sur le festival. Ouais. On pense bien évidemment à toutes ces questions et à essayer d'intégrer un maximum. Alors bien évidemment, il y a des contraintes budgétaires et il y a aussi l'envie de pouvoir faire... Il faut agrandir le festival, faire plusieurs jours. Donne-nous de l'argent, Gérald, donne-nous de l'argent. Sous, mais c'est pas possible. Oui, mais il faut se rendre compte que nous, on a à cœur en fait d'engager tous nos artistes. Que, je pense que Delphine, elle pourra en parler mieux que moi. Je te laisse la parole là-dessus. C'est une femme d'affaires, c'est ça? Elle gère beaucoup l'admin. Non, mais vous allez me dire que vous avez des contraintes budgétaires, mais vous ne trouvez pas, il n'y a pas de manne qui tombe du ciel, non? On aimerait bien. Hélas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, on aimerait beaucoup que ça se passe comme ça. Et justement, on pourrait ne pas avoir à faire de choix crève-cœur si on était, si on avait les ressources nécessaires. C'est vrai que c'est un beau festival, mais voilà, c'est la 7e édition qui arrive, donc il y a quand même une certaine ancienneté, mais il y a aussi un modèle économique à trouver avec une programmation qui fonctionne. Là, on reprend un modèle qu'on a déjà eu l'année dernière, mais c'est vrai que voilà, c'est une 2e édition sur le même modèle, donc on ne sait jamais est-ce que ça va. On pense que ça va fonctionner, on y croit, on sait qu'il y a un public qui tient à nous, donc ça va le faire, mais c'est vrai qu'on est soutenu, on a des subventions publiques. Oui, j'allais dire, comment ça se finance un festival comme intérieur? On est soutenu par le Centre national de la musique, avec une subvention dédiée au festival. Et donc, c'est la 3e année au moins qui nous subventionne. Et on est aussi soutenu par la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine. Et par le biais de Plus belle la nuit, justement, aussi pour les actions qu'on mène, les actions réflexives, les actions aussi de médiation dont Nolwenn pourra vous parler. Mais c'est vrai que ça représente une petite partie vraiment des financements du festival. Le reste, ça va être nos recettes propres, ça va être aussi des partenaires. Mais c'est un festival qui est encore en train de se chercher sur le plan économique. Et donc, bien sûr que la programmation, les formats, les lieux sont dépendants de cet aspect. Bien sûr, oui, je comprends bien. Léa, la question de Léa. Alors oui, j'ai une question pour Intérieur Queer. Quelle dimension, quelle évolution a pris le festival depuis sa création? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez plutôt une reconnaissance nationale ou encore internationale? Je dirais qu'au niveau national, avant que vous répondiez, c'est ce que le disait Michael, c'est le seul festival à l'heure actuelle en France de ce type. Il y avait quelque chose à Paris, je crois, qui n'existe plus. Il y avait Loden Prod à la Gaîté Lyrique il y a longtemps, qui n'existe plus effectivement, mais qui était encore sur un truc qui était quand même très très différent. Voilà, déjà c'était dans un seul lieu. C'était aussi un festival qui invitait différents collectifs de la ville. Voilà, mais c'est un format tout à fait autre. Et puis, je ne vais pas bitcher Paris, mais c'était très parisien quand même dans son format. C'est vrai, quoi. Voilà. Non, mais le festival de Lyon, l'Intérieur Queer, est quand même un festival qui est reconnu, on peut le dire. Oui, il est reconnu. Alors, franchement, au niveau national, je ne saurais pas quoi dire en fait. Est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas? Ce qu'on voit en tout cas au niveau des publics, c'est qu'on a quand même des publics qui viennent aussi de l'extérieur de Lyon, de l'extérieur de la région Rhône-Alpes, et on a effectivement en fait des Parisiens qui viennent
tous les ans notre festival. On a aussi des Montpelliérains, on a aussi des gens d'un peu partout. Voilà. Mais ça reste quand même, voilà, pour en revenir à ta question sur comment explorer les différents territoires culturels voilà, et réflexifs autour du queer. Ah oui, ça c'est la question d'avant alors. Ouais, mais je voulais quand même en fait, c'est pas revenir là-dessus, mais c'est pour, je trouve que ça a du sens en fait de le dire comme ça. Mais en fait, je pense qu'il faut pas imaginer non plus un festival uniquement par édition, mais voir aussi les choses qui se passent dans le temps. D'autant plus qu'on est sur un temps qui est assez ramassé finalement. Voilà, parce que c'est quand même... et puis avec une programmation qui est... qui est dépendante, comme on le disait, de beaucoup de choses. Mais l'année dernière, comme on te le disait, en fait, on a eu Barbiturix qui est venu, voilà, qui est un collectif avec d'autres histoires et d'autres problématiques sur les choses. Et chaque année, en fait, faut voir ça un peu comme une série télé avec plusieurs histoires avec des saisons. Voilà, donc cette année, on est là-dessus, mais on est sur cette programmation-là. Mais l'année prochaine, on fera peut-être autre chose ailleurs, dans d'autres conditions. Léa. Oui, alors du coup, je voulais repréciser ma question. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que le fait d'inviter des invités d'autres nationalités rend le festival plus international et un peu plus reconnu même dans d'autres pays? Je pense que dans un premier temps, quand on invite des artistes qui viennent d'ailleurs, c'est surtout pour enrichir le festival et puis pour avoir une proposition à destination de nos publics. C'est vraiment aussi de se dire, créer la rencontre, connaître aussi les problématiques que ces personnes-là peuvent rencontrer dans leur pays, notamment en Europe. On voit la recrudescence de l'extrême droite, et notamment en France, avec ces élections qui arrivent à la fin de la semaine déjà. Donc voilà, et effectivement, c'est aussi, je pense que c'est aussi une envie de partager nos parcours, nos vécus, voir ce qui est possible aussi de faire au niveau européen pour nos communautés. Et voilà, je pense qu'en réalité, on n'a pas vraiment une dimension de se dire on veut être connu à tel ou tel endroit. Au contraire, on a plutôt une envie justement de se dire, c'est pas au contraire, mais plutôt on a une vision de se dire qu'est-ce qu'on peut construire nous ici avec nos publics et des artistes qui viennent d'ailleurs. Voilà, je pense que partager son expérience c'est toujours très intéressant. De toute façon, nous sommes à 100% pour intérieur queer, je le précise bien. Mais je pense que des questions... heureusement, parce que... Alors là, on serait pas dans la merde, là. Non, la question est tout à fait intéressante. Voilà, je pense que oui, parce que c'est aussi des remarques que j'ai entendues. Je veux dire, elles ne sortent pas de nulle part. Et Ah non, mais c'est tout à fait légitime d'avoir ces réflexions. Et puis nous, on a aussi beaucoup de discussions. Oui, puis après, comme on dit, très ouvert aux critiques, non, mais bien sûr, négatives, constructives. Je veux pas. L'idée, c'est juste. Mais voilà, oui, le festival, c'est aussi de se questionner et de questionner les publics. Et puis il y a surtout une. Si on n'a pas envie de recevoir des critiques. Moi, j'ai trouvé vachement intéressant quand même ta réflexion, on n'a pas rebondi dessus, mais sur les histoires de masculinité, par exemple, parce que je trouve que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet réflexif. C'est des choses aussi dont on a pu, on a pu évoquer des choses ensemble. Un sujet que j'ai mis sur la table, entre autres, sur la masculinité. En fait, je vais essayer d'être clair. Il y a une chose en fait qui a fait écho chez moi quand on a vu le ball avec. Je parlais justement de cette catégorie du passing et comment on passe pour. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'a ramené une chose en fait. Et je pensais à toutes mes copines Gym Queen. Qui poussent de la fonte toute l'année pour être belles, mais pas que. Et du coup, en parlant un peu avec mes copines Gym Queen, elles m'expliquent aussi, on se dit aussi en fait ensemble que c'est vrai que c'est quand même plus facile d'être un mec gay hyper masculin pour ne pas se faire emmerder dans la société. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un espèce de mouvement de rejet sur cette population-là. Alors, je l'ai entendu à la fois dans la communauté, j'ai entendu à la fois d'organisateurs, créateurs d'événements ou dans la culture. Et je trouve que c'est un sujet à creuser parce que déjà, je trouve que c'est totalement faux. C'est-à-dire que ce qu'on me disait, en fait, on va revenir à la politique à un moment, mais on me disait, oui, mais en fait, les gays cis masculins, en gros, c'est des gens de droite. En gros, c'était ça, vraiment, c'est le raccourci qu'on prenait.
j'ai trouvé ça quand même assez dégueulasse. Et c'est un peu réducteur là. Complètement, ouais. Mais il y a quand même une espèce de truc, une espèce d'image d'Épinal en fait qui colle à ce truc-là. Et je pense que par exemple l'histoire de masculinité, moi j'avais proposé un projet à un moment, je ne dirais pas à quel endroit. En fait l'idée c'était justement de pouvoir mettre en avant les masculinités. Donc c'est pas uniquement en fait les personnes qui sont nos copines Jim Quincy, etc. Mais de travailler autour des masculinités sur un événement qui serait relatif à ça, avec peut-être une salle où on pousse de la fonte, voilà, des talks autour de cette salle qui pousse de la fonte, où on pousse de la fonte, un clubbing qui soit référent à ça, ce genre de choses. En tout cas, c'est des pistes qui sont extrêmement intéressantes. Et oui, on n'est pas, en tout cas, effectivement, on n'est pas fermé à ce genre de choses. Voilà, après, je dis toujours, je vous parlais tout à l'heure du SM, du clubbing SN, par exemple. Une bonne idée, peut-être que vous perdrez vos subventions aussi. Peut-être que si vous. Je pense pas, franchement. Je pense pas. Mais oui, nous, on est fermé à rien. Effectivement, on essaye d'avancer dans plusieurs directions. Et ouais, non, on ne balaye jamais revers de la main, ni les critiques, ni les propositions. Tout on peut l'appeler la soirée Zizi Pampan, par exemple. C'est pas mal, ça. Pourquoi pas, oui, effectivement, c'est une bonne idée, je trouve. Je note, je te mettrai une invitation. J'espère bien. Donc, l'émission, malheureusement, va toucher à sa fin. Et on on aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a dit pas mal de choses finalement intéressantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous verriez quelque chose, vous auriez voulu qu'on parle, par exemple? Je pense que du talk, alors, talk qu'on n'a pas évoqué. C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais dire que, effectivement, je voulais en parler, mais je vais très rapidement. Il va y avoir du stand-up, donc on le disait, pour la première fois. Exactement. Je voudrais parler de ça parce que je connais un petit peu Julien Ville, qui est le fondateur du collectif qui s'appelle donc Comedy Pride. Enfin, je le connais parce qu'il est venu à l'émission pour nous en parler. Et c'est des artistes LGBTQIA+, de toute catégorie, justement, qui font du stand-up. Voilà. Et la Comédie Pride est en train de prendre de l'ampleur, je dirais. Ils sont de plus en plus demandés à travers notamment des établissements qui sont spécialisés dans le stand-up, justement. Et donc, ils ont un certain panel d'artistes. Et il y aura ça, en plus. Exactement, le 10 juillet. Voilà. Donc, à HIT, il y aura le Comédie Pride que tu as très bien présenté. Et effectivement, c'est aussi, on voit que de toute manière, la scène comique queer prend beaucoup d'essor avec plein d'artistes qu'on adore. On est ravis d'avoir le collectif Comedy Pride avec nous cette année sur HIT. Et donc le lendemain, le talk show. Oui, alors vite fait. Alors oui, parce qu'il y a la partie réflexive, on en a moins parlé, mais il y a des conférences, il y a etc. Je crois que c'est important de finir sur quand même le talk qu'on a en début de festival parce qu'il est relatif à l'actualité délétère que nous avons actuellement. Je ne sais pas si Nolwenn, tu n'importe, c'est le talk en gros sur comment se mobiliser, se désolidariser de l'extrême droite. D'accord. Donc c'est quand même très actuel. Et c'était prévu avant tous les événements avant, Ah oui, d'accord. Bien avant, ça fait déjà plusieurs mois. D'accord. Qu'on sent venir la patate. C'est quand même un événement qu'on peut je crois que ça prend une dimension d'un seul coup inédite, incroyable. Non, mais on le sentait venir depuis quelques mois. C'est super important d'en parler dans nos milieux culturels où on a super peur aussi de ce qui va devenir de la société si on commence à toucher aux questions d'inclusion, aux questions d'égalité, ce genre de choses. Donc le festival commence par ça, ce sera un temps fort. Et puis la culture souvent est la première touchée quand l'extrême droite est au pouvoir. Oui, et les communautés LGBT aussi. Voilà. Malheureusement, on voit bien la recrudescence des actes homophobes et voilà, les gens qui sont complètement désinhibés avec l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Bien évidemment, nous, on lutte de toutes nos forces. On appelle tout le monde à aller voter et de faire le bon choix. Et vraiment, parce que, voilà, en tant que personne LGBT et racisée, merci, mais non merci. Voilà, on est très inquiets. Et effectivement, ce talk-là était à la base, comme on a dit, on a quand même senti aussi venir les choses. Mais il y a une vraie réflexion au niveau européen sur les communautés queer, sur nos droits et les attaques sur nos droits, les zones non LGBT en Hongrie, etc. Oui, les attaques sur les familles homoparentales en Italie. Exactement, voilà.
Donc voilà. Le message Très, est très, passé. très, De toute très façon, important pour nous. il faut absolument dire une chose, il faut aller voter. Aller aussi, voilà. voter, Et aller il faut voter. aller au festival Et il faut Intérieur venir au Queer, festival qui Intérieur commence Queer. le 11, qui finit le... Quelle date d'ailleurs 14. Le 14 juillet, pour le bal justement du 14 juillet, le bal Exactement. Intérieur Queer qui est toujours un bal exceptionnel, évidemment. Et il y a beaucoup de lieux, on a dit, on peut pas tous les citer, mais il y a le HIT, Le on en a Sucre, parlé. le Transbo, Sucre. le Café Rosa, le Live Station. Et Voilà, il y a plein de lieux différents et variés qui sont tous impliqués dans la vie LGBTQIA+ de Lyon en règle générale. Il y a des événements gratuits, il y a des événements payants mais modulables, il y a des possibilités de prendre des passes. Et tout ça, on Exactement. peut le faire comment ? Alors, en ligne, sur notre site internet intérieurqueer.eu. Et il y a d'autres liens sur Instagram aussi, Intérieur Queer, ou la page Facebook Intérieur Queer. C'est relativement simple. Nous relierons tout, absolument tout. D'ailleurs, sur on nos a réseaux. un très beau site internet avec tout le programme. Il est vraiment très très joli le site, je vous le conseille. Avec des bien. références, avec de la musique, avec plein de choses. Il est vraiment très très cool. Eh bien, en vérité, je vous le dis, on publiera tout ça sur nos réseaux, pas de Ouais, problème. génial. Eh ben, merci Voilà, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter. On va finir, alors, on a un morceau que tu nous avais demandé, Nolwenn, on n'était pas sûr de l'avoir, puis d'un seul coup, parce que tu nous l'as dit au dernier moment, comme ça, mais grâce à Anne, voilà, Merci, notre fée, notre sœur Anne. Bah non, mais il est Qu'est-ce pas, que c'est Il est pas très long, donc ça aurait été dommage. C'est encore une fois une recommandation de Eduardo. On Ouais, salue. on salue Eduardo. C'est Seven Beats, c'est du collectif La Sueur dont on parlait tout à l'heure de Bordeaux. Ouais. Donc 2 DJ, 4 danseurs. Et ça va passer au sucre avec Jamais le mardi. Et ça Exactement. s'appelle Eu Sento e me acabo. Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo, eu sento e me acabo, eu sento e me acabo. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo.